Il y a un peu plus d'un an, un phénomène important, mais quasiment inaperçu, a émergé. Brusquement, de nombreuses banques centrales à travers le monde se sont mises à acheter de l'or en masse, par centaines de tonnes. En 2023, l'Inde a acquis 69 tonnes d'or, la Chine 314 tonnes d'or, la Pologne 130 tonnes, Singapour 125 tonnes, et même la République tchèque 75 tonnes d'or. Ces achats massifs ont propulsé le prix de l'or à des niveaux jamais atteints auparavant. Mais pourquoi ce soudain intérêt? Et surtout, que se prépare-t-il sous nos yeux? Je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre énormément de choses sur l'économie mondiale. Si l'économie t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Pour comprendre cela, il faut revenir en arrière, dans les années 40. À cette époque, le monde avait déjà connu la Première Guerre mondiale, était en pleine Seconde Guerre mondiale. Ces deux conflits avaient ruiné les anciennes puissances mondiales, notamment la Grande-Bretagne. La situation y était désastreuse. Le ratio de la dette par rapport au PIB avait bondi de 25% en 1914 à 220% en 1920, puis à 270% en 1942. Mais ce problème ne concernait pas uniquement la Grande-Bretagne. Des pays comme la France ou l'Union européenne soviétique faisaient face à des situations similaires. Pendant que ces puissances s'épuisaient financièrement, un autre pays prenait une direction différente, les États-Unis. Les Américains avaient d'abord joué le rôle de fournisseurs de guerre, exportant du coton, des moteurs, du caoutchouc, des armes et bien d'autres biens aux nations en conflit. Cette stratégie a permis à leur économie de croître rapidement. Entre 1913 et 1917, les exportations américaines ont grimpé de 2,4 milliards à 6,2 milliards de dollars. Un scénario similaire s'est reproduit pendant la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, d'abord observateurs, sont véritablement entrés en guerre après l'attaque de Pearl Harbor. Grâce à leur position stratégique, leur économie a prospéré. En 1945, les États-Unis détenaient 75% des réserves mondiales d'or, soit environ 20 000 tonnes contre seulement 2 000 tonnes en 1910. Avec cette position dominante, ils ont réuni 44 nations alliées pour signer les accords de Bretton Woods en 1944. Ces accords ont redéfini les bases du système financier mondial d'après-guerre. Une clause essentielle prévoyait que les monnaies des 44 pays seraient indexées sur le dollar, lui-même adossé à l'or. Une once d'or, soit environ 28 grammes, équivalait à 35 dollars. Cela signifiait que tout pays possédant des dollars pouvait les échanger contre de l'or auprès de la Banque centrale américaine. Par exemple, si l'Indonésie recevait 1 million de dollars du Pakistan, elle n'avait plus besoin de faire confiance au Pakistan, car la monnaie était le dollar. Elle savait qu'elle pourrait convertir ces dollars en or. Ce système assurait une confiance sans précédent dans le commerce mondial. A l'inverse, si l'Indonésie avait été payée en roupies pakistanaises, le problème aurait été différent. La Banque centrale pakistanaise aurait pu imprimer plus de monnaie, donc diminuer la valeur de la roupie. Cela aurait rendu le commerce mondial chaotique et instable. C'est pourquoi une monnaie de réserve mondiale adossée à l'or semblait être la solution idéale. En plus, les accords de Bretton Woods ont permis la création de deux institutions importantes, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, FMI. Ces organismes ont aidé les pays ruinés par la guerre à se reconstruire, notamment grâce à des prêts massivement financés par les États-Unis. Mais cette domination du dollar ne s'est pas arrêtée là. Pendant que les puissances mondiales combattaient l'Allemagne, les tribus d'Arabie Saoudite vivaient dans le désert, inconscientes des immenses réserves de pétrole sous leurs pieds. En 1945, les États-Unis ont fait un énorme coup. Les États-Unis ont conclu un accord historique avec l'Arabie Saoudite. Ce pacte stipulait que les Américains protégeraient militairement l'Arabie Saoudite en cas d'attaque et lui fourniraient des armes en échange d'un engagement, vendre leur pétrole exclusivement en dollars. Ce système, appelé le pétrodollar, a encore renforcé la place du dollar sur la scène internationale. Cependant, dans les années 70, l'économie américaine a commencé à s'affaiblir. La guerre du Vietnam, l'endettement massif et la hausse des prix de l'or ont réduit les réserves d'or américaines à seulement 10 000 tonnes, contrairement à 20 000 tonnes précédemment. En 1971, le président Nixon a annoncé la suspension de la convertibilité du dollar en or,
marquant la fin des accords de Bretton Woods. Avant cette date, les accords de Bretton Woods stipulaient que le dollar américain était adossé à l'or. Cela garantissait la valeur du dollar et la confiance mondiale dans cette monnaie. Car la monnaie ne peut pas perdre de sa valeur dans cette situation. Sauf qu'avec la perte de leurs réserves d'or, les États-Unis ne pouvaient plus garantir cette convertibilité. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. Nixon a donc annoncé la suspension temporaire, qui est en réalité devenue permanente. Malgré cela, le dollar a conservé son rôle central grâce à son utilité. Il est nécessaire pour acheter du pétrole, la ressource la plus stratégique du siècle. Pourquoi, aujourd'hui, des pays achètent-ils massivement de l'or? Cela s'explique par plusieurs raisons. D'abord, la guerre en Ukraine. Les États-Unis ont gelé plus de 300 milliards de dollars d'actifs russes, en envoyant un message inquiétant. Les réserves en dollars peuvent être bloquées à tout moment. Donc, des pays comme la Chine, qui détient 800 milliards de dollars, ont commencé à acheter de l'or pour réduire leur dépendance au dollar. Ensuite, l'inflation causée par l'impression massive de monnaie aux États-Unis a érodé la confiance dans le dollar. Contrairement aux billets, l'or ne peut pas être imprimé, ce qui est en fait une valeur refuge. Toute la quantité d'or extraite dans le monde pourrait tenir dans un cube de seulement 23 mètres carrés. Enfin, les pays comme l'Inde et la Chine consomment de grandes quantités d'or. En 2022, les consommateurs chinois ont acheté 824 tonnes d'or et les Indiens 774 tonnes. Mais vous allez me demander, est-ce qu'il faut investir dans l'or? Contrairement à ce que disent certains vendeurs ou pessimistes, il ne faut pas céder à la panique. L'idéal est d'investir régulièrement et de diversifier son portefeuille en fonction de son profil de risque. Par exemple, en combinant actions, immobilier et or. Rappelle-toi, l'or ne sert pas à faire fructifier un patrimoine, mais à le préserver. Car l'or ne crée pas de valeur. Contrairement à l'S&P 500. La différence est claire. Mais d'abord, c'est quoi le S&P 500? C'est comme une équipe de 500 champions. Les plus grandes entreprises américaines, comme Apple, Microsoft ou Tesla. Cet indice boursier représente la performance de l'économie américaine. Maintenant, parlons chiffres. Historiquement, le S&P 500 a généré en moyenne 8 à 10% de rendement par an. Si tu avais investi 10 000 euros dans l'or il y a 30 ans, aujourd'hui ça vaudrait 57 000 euros. C'est bien, mais comparons avec le S&P 500. Sur la même période, si tu aurais investi 10 000 euros, ton investissement aurait atteint près de 100 000 euros. En comparaison, l'or n'a pas cette capacité à faire grossir ton argent. C'est un peu comme un coffre-fort. Il protège ta richesse, mais il ne la multiplie pas. Parce que dans les moments de crise, il agit comme un parachute. Par exemple, en 2008, quand tout s'effondrait avec la crise des subprimes, l'or a explosé. Il ne te fait pas gagner de l'altitude comme le S&P 500, mais il t'empêche de tomber. Donc, faut-il choisir entre les deux? Selon moi, non. Pense à ton portefeuille comme un jardin. L'or, c'est l'arbre solide qui ne bouge pas. Et le S&P 500, c'est la plante qui pousse vite, mais qui a parfois besoin d'un tuteur pour ne pas s'effondrer. Les deux se complètent parfaitement. L'essentiel est de trouver le bon équilibre entre sécurité et performance, et de savoir bien se diversifier dans un portefeuille d'investissement. En parlant de portefeuille d'investissement, si tu t'intéresses à l'or ou à l'économie, je te laisse d'abord t'abonner à cette chaîne YouTube, mettre un like si la vidéo t'a plu, et regarder le premier lien dans la description de cette vidéo. J'ai un groupe libre d'accès gratuit dans lequel je partage plein de contenus éducatifs sur la bourse, l'économie. Et je partage certains de mes investissements et aussi les meilleurs moments selon moi pour investir.